L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 15 septembre 2020. 2 nouveaux cas de la COVID-19 dans la MRC de Lillet. Selon Bernard Drainville, des députés caquistes convoiteraient le poste de ministre de Marie-Ève Proulx. COVID-19, Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d'être blâmé, selon le Parti québécois. Bernard Généreux invite les jeunes femmes à vivre une expérience politique. Des préposés craignent d'être bernés. La Bibliothèque de Montmagny lance sa campagne de financement signature et au sport, retour des Nordiques à Québec, des discussions toujours en cours. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 13 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 32 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 779 personnes infectées, dont 2 nouveaux cas dans la MRC de Lillet, pour un total de 4 cas actifs dans cette MRC. 2 personnes sont hospitalisées. Le total de personnes rétablies est de 621 sur 779. 9 décès cumulatifs. Situation à la ressource d'hébergement Le Cristal à Thetford, 15 nouveaux cas confirmés s'ajoutent aujourd'hui, portant à 33 le nombre total de personnes atteintes, 24 résidents et 9 travailleurs. La ressource sera convertie en zone rouge, soit un espace fermé et dédié, regroupant les résidents ayant la COVID-19 où sont appliquées des mesures strictes de protection et où toutes les transitions par le personnel entre la zone et les autres espaces sont contrôlées. La ressource d'hébergement a 2 missions, ressources intermédiaires et résidence privée pour aînés. La résidence privée pour aînés se nomme le pavillon Jacques-Lachance. Les 2 entités sont à la même adresse. Situation à la résidence privée pour aînés, le Saint-Guillaume à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 15 personnes atteintes, dont 9 résidents, 6 travailleurs ainsi qu'un décès. Situation à la résidence privée pour aînés, les Jardins Saint-Alphonse à Thetford Mines, aucun nouveau cas, le total est de 2 résidents atteints. Situation au CHSLD Saint-Alexandre, aucun nouveau cas, le total est toujours de 1 résident atteint. Rappelons que les 9 décès dans la région de Chaudière-Appalaches viennent des foyers de personnes âgées et qu'il y a beaucoup plus de tests pour détecter le virus en question, de sorte qu'il est normal de trouver plus de cas de la COVID-19. Dans sa chronique politique de vendredi dernier au micro de Paul Arcand du 98.5 FM à Montréal, l'ex-ministre péquiste et commentateur politique Bernard Drainville a déclaré qu'on n'entendait pas parler de la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, et que cette dernière serait critiquée au sein de ses collègues. Cette récente déclaration de Drainville était en lien avec le dernier caucus précessionnel de la CAQ, où plusieurs députés chercheraient à devenir ministres.
Toujours selon Drainville, le poste de Marie-Ève Proulx comme ministre déléguée au développement économique régional serait également convoité par certains députés caquistes, dont le député de Nicolette Bécancour, Donald Martel, et qui ferait, selon lui, un bon ministre du développement économique régional. Par contre, aucun remaniement ministériel ne devrait avoir lieu avant la fin de la crise de la COVID-19, et ce, selon les informations recueillies par le chroniqueur. Le Parti québécois réclame une réelle enquête indépendante sur la question ou sur la gestion de la première vague de COVID-19 au Québec. Ce que le gouvernement refuse de faire, parce que François Legault ne veut pas être blâmé à un an des élections, affirme le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, est rapporté par le journal Le Soleil. La coroner en chef du Québec, la protectrice du citoyen et la commissaire à la santé mènent toutes leur propre enquête, plus ou moins restreinte sur la gestion de la première vague de COVID-19 au Québec. Mais rien là-dedans qui creusera du côté des responsabilités du gouvernement actuel, déplore M. Bérubé. Je me permets de rappeler qu'on ne dispose pas présentement d'une enquête indépendante avec un pouvoir d'assigner des témoins, comme c'est le cas en Ontario et chez l'ami de M. Legault, Doug Ford. Ils ont eu le courage de faire ça. Je ne sais pas ce que craint le gouvernement là-dessus, mais moi, je sais pourquoi on le demande. Parce qu'il y a nécessairement des conclusions à tirer sur la responsabilité du gouvernement du Québec aussi, avance le député de Matane-Matapédia. Je sais pourquoi on a mis sur pied la commission présidée par Mme Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Le gouvernement ne veut pas être blâmé. Il ne veut pas qu'on découvre qu'ils ont leurs propres responsabilités. La faute n'est pas toute aux libéraux ou au temps où François Legault était ministre de la Santé en 2002. Il ne veut pas être blâmé à un an des élections. C'est pourquoi les discussions restent dans leur bureau, soutient M. Bérubé, et qui s'adressait lundi matin aux médias avant le caucus préparatoire des députés de son parti en vue de la session parlementaire débutant mardi. C'est de s'assurer qu'il n'y a pas de complaisance et que le gouvernement n'a pas mis en place une commission qui s'avère inoffensive. Vous savez, l'embauche du personnel, le transfert entre les établissements, le degré de préparation, tout ça ne relève pas des gouvernements précédents. Ça relève de l'action actuelle et du jugement, et la priorisation du gouvernement actuel. Je sais qu'il n'aime pas être critiqué. Je répète que plus de 5000 morts, ce n'est pas une victoire, une défaite où on l'a échappé belle. Et c'est des milliers de drames et je ne voudrais pas qu'on banalise ça. On est les tristes champions mondiaux de cette catégorie-là, donc c'est un échec, la gestion de la pandémie. Les prochaines élections provinciales sont prévues le 3 octobre 2022. Il est raisonnable de croire qu'une enquête prendrait au moins un an avant de rendre son rapport, soit à un an du vote. Arrogant, désinvolture totale, comme Maurice Duplessis. Pour ces 4 dernières semaines, comme chef intérimaire, le PQ élira son nouveau chef le 9 octobre. Pascal Bérubé ne compte pas épargner le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Pour les 4 prochaines semaines, on va se payer un peu la traite, a-t-il lancé lors de son adresse d'ouverture à son équipe parlementaire pour lancer le caucus précessionnel péquiste. On le sait que leur plan, c'est de marginaliser le Parti québécois, puis qu'ils aimeraient ça, qu'il n'y en ait pas plus pour que Maurice Duplessis il règne sans partage pendant des décennies, a aussi dit le chef intérimaire péquiste aux journalistes parlementaires. Selon lui, le succès du gouvernement Legault se trouve au département des communications. Jusqu'à maintenant, les gens se disent satisfaits de quoi? Bien, ils ont communiqué, puis ils trouveraient ça intéressant. Lui, il est drôle, puis il est là, puis il a la même fin de semaine. Mais le vrai résultat, c'est pourquoi il y a plus de morts qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait qui n'a pas marché? La gestion, c'est un échec sur la base des chiffres. Quand on est à 23 % de la population canadienne, le Québec, puisqu'on revendique 63 % des décès, je peux-tu vous dire qu'il n'y a pas de quoi se péter les bretelles, puis il faut rester humble. Et il faut se dire que, manifestement, ça ne marche pas, a conclu le chef péquiste par intérim.
Bernard Généreux invite les jeunes femmes de la circonscription intéressées par la politique à soumettre leur profil à la 3e édition du programme Les héritières du suffrage. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, invite les jeunes femmes de la circonscription intéressées par la politique et nées entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2001 à soumettre leur profil à la 3e édition du programme Les héritières du suffrage, qui se tiendra en ligne du 5 au 8 mars 2021. La période de mise en candidature est en cours jusqu'au 1er octobre 2020. L'organisme, à voix égales, a mis sur pied le programme Les héritières du suffrage en 2017 pour commémorer le 100e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes au Canada, a rappelé le député Bernard Généreux. Je déploie des efforts à faire connaître cette opportunité unique de vivre l'expérience d'un sommet dynamique sur le leadership politique d'Ottawa, car ce sont des valeurs qui me sont chères. Depuis un conseil de ville paritaire à la Pocatière, alors que j'étais maire, jusqu'à la constitution majoritairement féminine de mon équipe de bureau parlementaire, pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le déroulement des activités, l'événement sera entièrement virtuel en 2021. L'objectif visé par les héritières du suffrage est de faire connaître aux 338 délégués qui représentent chacune des circonscriptions fédérales les institutions politiques du Canada, ainsi que les intervenants et intervenantes qui y travaillent, afin qu'elles soient outillées et inspirées à participer à la sphère politique et à poser des gestes concrets dans leur collectivité. En 2017, Pierre-Anne Paradis, originaire de Sainte-Hélène de Kamouraska, et en 2019, Marie-Clarisse Berger de Rivière-du-Loup, ont pu occuper le siège du député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup à la Chambre des communes. Voici d'ailleurs le témoignage de Marie-Clarisse Berger sur son expérience. Héritière du suffrage m'a permis de rencontrer des jeunes femmes et des personnes non-binaires motivées, pertinentes, intelligentes et incroyablement inspirantes. Et qui peut se vanter d'avoir siégé au Parlement et au Sénat, en plus d'avoir écouté discourir Kim Campbell et Justin Trudeau. Par ailleurs, ces personnes avec qui j'ai pu découvrir les rouages de la politique fédérale m'ont donné du courage, car je l'avoue, par moments, je suis très désabusé. J'ai aussi pu parfaire mes connaissances et prendre de l'assurance. Livrer un discours à la Chambre des communes fut très stressant, mais de sentir l'appui et l'énergie de notre cohorte m'a permis de réaliser ce petit exploit personnel. Enfin, cette expérience a confirmé mon goût de faire de la politique un jour. J'espère que la cohorte de cette année aura autant de plaisir que j'en ai eu l'an dernier. Selon le Journal de Québec, des préposés aux bénéficiaires dont la formation vient de se terminer craignent toujours d'être floués par le gouvernement Legault, à qui ils demandent de tenir son engagement en leur versant le salaire de 26 $ l'heure qui leur a été promis. La seule fois où on nous a parlé de notre salaire, c'était avant la formation pour nous appâter. Mais après, on n'a eu aucune nouvelle information sur ça. Jusqu'à la semaine dernière, dénonce un nouveau préposé aux bénéficiaires de Montréal qui a requis l'anonymat, comme tous les autres, par peur de représailles.
Le 27 mai dernier, le premier ministre François Legault annonçait la mise en place d'une formation accélérée, payée, pour former 10 000 préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Il promettait alors que le salaire horaire offert dès la fin de semaine de formation devait être de 26 $ l'heure, soit 49 000 $ par année. En contrepartie, les futurs préposés aux bénéficiaires ainsi formés devaient travailler au moins 1 an à temps complet en CHSLD, sous peine de devoir rembourser leur bourse d'études qui s'élève à 9 120 $. Or, bien que le gouvernement Legault ait réitéré sa position encore récemment, les nouveaux préposés ont dû signer un avis d'engagement au salaire de 20,55 $ l'heure dans les derniers jours. En attendant la signature de la nouvelle convention collective, qui pourrait prendre des semaines, voire des mois, et qui inclura un salaire de base à 26 $ l'heure, le gouvernement a ajouté plusieurs primes qui font grimper le salaire des nouveaux préposés à 25,60 $ l'heure. Toutefois, 2 d'entre elles, totalisant 4,40 $, ne sont en place que pour la durée de la crise sanitaire. Si on se fie aux promesses du gouvernement, elles devraient être remplacées par la suite par une autre prime si la convention n'a pas été signée avant la fin de la crise. Une note du ministère de la Santé devait être envoyée aux futurs préposés pour leur expliquer en détail ces modalités. Et comme plusieurs ne l'ont pas reçu avant la signature de leur contrat, ils craignent de s'être fait flouer et dénoncent le manque de communication dans ce dossier. Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux, qui représente ces travailleurs, dit comprendre la frustration et l'incertitude des préposés. Toutefois, il n'est pas surpris de la situation. Nous savions depuis le début qu'on n'atteindrait jamais le 26 $ l'heure promis. On ne comprenait pas de quelle façon M. Legault pouvait y arriver. Et lorsque la pandémie sera terminée, le salaire va diminuer de façon importante, croit-il, soulignant que le montant forfaitaire attribué pour travailler en CHSLD sera retiré à compter du 30 septembre. La problématique est telle que plusieurs étudiants ont quitté la formation à la toute fin de celle-ci, rapporte le président de la Fédération. Une nouvelle préposée de Saguenay pense d'ailleurs retourner à son ancien emploi en pharmacie, comme plusieurs de ses collègues. Le gouvernement va avoir formé 10 000 personnes, mais en perdra la moitié parce que l'entente n'est pas respectée. Et ce n'est pas logique, déplore-t-elle. D'autres individus ayant suivi la formation rappellent que plusieurs d'entre eux n'avaient pas réellement besoin de cet emploi, mais qu'ils s'y étaient engagés pour aider leurs prochains. J'avais une entreprise qui fonctionne, avec un bon salaire et de bonnes conditions, mais j'ai décidé de me lancer dans la formation pour faire une différence. Et finalement, on nous a menti, tranche une préposée à Québec. Le 9 septembre dernier, la Bibliothèque de Montmagny a profité de la tenue de son Assemblée générale annuelle pour lancer officiellement sa campagne de financement Signature, qui offre la possibilité aux citoyens d'aider la corporation à poursuivre sa mission en matière d'accès à la lecture, à l'information et à la culture, tout en laissant une marque tangible à vie de leur amour pour la bibliothèque. Moyennant un don de 1 000 $ ou de 100 $, les donateurs auront le privilège de voir leur nom inscrit sur une contre-marche de l'escalier central ou sur l'une des grandes baies vitrées de l'établissement. À peine lancée que, déjà, la campagne a généré plusieurs dons, ce qui est de bon augure pour la suite. Pour continuer d'avoir une bibliothèque pleine de vie, la population est invitée à utiliser le nouveau module de dons en ligne accessible à partir du site Internet de la bibliothèque au bibliothèquedemontmagny.com ou directement via le bit.ly campagne signature. Selon les moyens et le désir de chacun, il est possible d'inscrire son nom à vie sur l'une des 19 contre-marches de l'escalier principal en reconnaissance d'un don de 1 000 $ excusez-moi, ou encore sur la vitrine longeant la promenade pour 100 $. Les intéressés devront toutefois faire vite, car déjà 4 contre-marches ont trouvé preneur. En plus des familles Godbout-Fortin, Lannoy-Brunette et Gagné-Beaulieu, l'ancien maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui considère la construction de la bibliothèque comme l'une des plus grandes réussites de sa carrière politique, a acquis l'une d'entre elles.
Notre bibliothèque est un modèle exemplaire de leadership au Québec grâce à sa corporation, à ses membres, à ses bénévoles et à son empreinte dans la communauté. C'est donc fort de ces acquis que nous voulons contribuer concrètement à son développement en poursuivant sur la lancée, notamment avec la campagne de financement signature, a mentionné la nouvelle présidente de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny, Mme Sonia Godbout. Rappelons qu'en plus de la campagne signature, la plateforme de dons en ligne de la bibliothèque permet également de devenir ami de la Bibli pour seulement 10 $ par année ou encore de faire un don au montant de son choix. Pour avoir plus de détails sur les diverses façons de soutenir financièrement la bibliothèque, il suffit de visiter le site Internet de la bibliothèque ou encore de communiquer avec les gens de la bibliothèque. Dans quelques instants, les sports. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? Je crée ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, c'est fou. Attrape! Destin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, alors que le sujet du retour des Nordiques de Québec a presque disparu de l'espace public au cours des derniers mois, le maire de Québec a indiqué lundi que des discussions sont toujours en cours. J'essaie de savoir quel est l'état des finances de la Ligue nationale de hockey. Je suis sur le téléphone. Il y a du monde qu'on connaît dans certains clubs. On tente de voir comment ça va, a brièvement répondu le maire de Québec au moment où le centre Vidéotron, toujours sans équipe de la Ligue nationale de hockey, célébrera en septembre son 5e anniversaire. On essaie de savoir quels sont les clubs qui pourraient avoir le plus beau problème financier. Pardon, on reprend ça. Donc, on essaie de savoir, pas le plus beau problème, mais le plus de problèmes financiers. C'est pas la même chose. Ce serait vraiment triste, a-t-il lancé sarcastique. J'essaie de me faire une idée sur l'état de la situation pour voir si la situation actuelle peut nous avantager. Je suis là. Je n'irai pas plus loin parce que ça va se compliquer. Par ailleurs, le maire a réagi lundi à un reportage de Radio-Canada dans lequel des promoteurs se disaient déçus des délais imposés sur les projets immobiliers qu'ils espéraient réaliser à proximité d'Expo-Cité. Il a rejeté leurs critiques. Qu'ils fassent leur job, on va faire la nôtre. Même s'ils crient dans les médias, ça n'ira pas plus vite. Peut-être que leur projet n'est pas bon, en passant, a conclu le maire de Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre ou de l'information à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CEMA TV au 418-241-1313, poste 226. Ou vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Ou tout simplement, vous pouvez nous suivre comme plus de 13 610 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne de CEMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Franchement, un beau lundi, soleil, c'était quand même assez confortable. Il faut comprendre là, qu'on est rendu au 14 septembre et vous allez voir que ça va se rafraîchir considérablement. D'abord, parlons des prochaines heures. Là. Il y a une dépression qui nous arrive du nord de l'Ontario là, et qui va nous atteindre en fin de journée. Donc, ça nous donne du temps généralement ensoleillé pour aujourd'hui. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 15 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, bien justement, cette dépression nous atteindra là, au cours de la soirée. Donc, il y aura un ennuagement. Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger vers minuit. Minimum de 8 degrés. Demain, mercredi, généralement nuageux, 60 de probabilité d'averse le matin, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, avec un maximum quand même confortable de 20 degrés pour Montmagny, 19 pour Lillet et 18 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, du temps venteux avec un minimum de 11 degrés. Pour jeudi, c'est le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Ce sera frais avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et 11 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, bien, c'est à nouveau un ennuagement avec un minimum frais de 6 degrés. Et pour vendredi, bien, ces nuages vont se dissiper pour nous apporter une journée pleine de soleil avec un maximum frais de 12 degrés. On est bien en deçà des normales saisonnières qui sont de 16 le jour et 5 la nuit. Pour la fin de semaine, c'est quand même des prévisions à long terme, mais quand même, pour l'instant, on nous parle d'alternance de soleil et de nuages pour samedi et dimanche, avec 11 degrés comme maximum samedi et 14 pour dimanche. Et la semaine prochaine, lundi, alternance de soleil et de nuages pour débuter la semaine, avec des températures qui se réchauffent un tantinet, avec 17 degrés. Les températures la plus élevées qu'on a recensées entre 1996 et 2019, eh bien, 29,1 degrés en 2018 et 2 degrés en 2001. Aucune précipitation reçue hier. Maximum enregistré pour un 14 septembre, 18 degrés. Et au cours de la nuit dernière, 5,8 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la hausse. L'humidité est à 78 % et les vents soufflent faiblement actuellement de direction sud-ouest à 5 km/h. Il fait 6 degrés et le ciel est partiellement couvert à 8h28 minutes de ce 15 septembre. Les heures de la marée, elle sera basse à 11h08, haute à 16h42 et de nouveau basse à 23h13. Donc, on vous donne ces heures de la marée pour les plaisanciers là, qui veulent aller se promener en bateau ou encore les gens qui veulent traverser à l'île. Bien, c'est toujours une information pertinente que de savoir quand on peut traverser ou encore qu'on peut aller pratiquer nos sports favoris sur l'eau. Donc, voilà pourquoi on vous donne les heures de la marée durant toute la période estivale. Voilà, bien, ça complète les prévisions de la météo. Regardez cette belle image. Eh bien, il va falloir se faire à l'idée que l'automne nous arrivera officiellement le 22 septembre. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le mardi 15 septembre, le milieu du mois de septembre déjà. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 septembre. Eh bien, il n'y en a pas de jubilaire aujourd'hui.
Alors, si c'est votre anniversaire, on se fait un plaisir de vous souhaiter une belle journée de fête. Et je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre, parce que c'est un segment de programmation qui vous appartient, alors vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en vous rappelant qu'à chaque vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Les anniversaires aujourd'hui, sur la scène provinciale et nationale, Guy Saint-Laurent, journaliste retraité du Journal de Québec, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises avec le prof. Alors, parce que c'est un bon ami du prof. Il a 75 ans aujourd'hui, Guy Saint-Laurent. C'est un monsieur aussi qui a fait des revues pour les personnes retraitées, les personnes âgées. Alors, très bon journaliste que Guy Saint-Laurent. Le prince Harry, fils cadet du prince Charles, il a 36 ans. Trevor Douglas Gretzky, fils de Wayne Gretzky, il a 28 ans. François-Olivier Roberge, ex-membre de l'équipe olympique canadienne de patinage de vitesse, 35 ans. Mark Griffin, analyste de baseball à la radio et à la télévision, il a 52 ans. Richard Brodeur, gardien de but de l'AMH et de la LNH de 72 à 88, entre autres, avec les Nordiques de 72 à 79. Il a 68 ans aujourd'hui. Oliver Stone, réalisateur, scénariste et producteur, 73 ans. Et Tommy Lee Jones, acteur américain, 73 ans. Les disparus de ce 15 septembre, en 2019, Rick Ocasek, 75 ans, chanteur du groupe américain The Cars. En 2017, Harry Dean Stanton, 91 ans, acteur américain. En 2016 est décédé Jacques Villain, 68 ans, ingénieur français, spécialisé dans les missiles et la propulsion spatiale. En 2015, Jacques-Henri Gagnon, 81 ans, ex-directeur général de Radio-Canada de Québec. En 2014, Claude A. Simard, 72 ans, peintre canadien. En 2013, Jackie Lomax, 69 ans, compositeur et interprète britannique de rock. En 2012, Pierre Mondy, 87 ans, acteur, comédien et metteur en scène français. En 2008 est décédé Richard Wright, 65 ans, membre fondateur et claviériste du groupe Pink Floyd. Et en 2004, Johnny Ramone, 55 ans, guitariste du groupe de musique punk rock de Ramones. Et en 1915, Ernest Gagnon, 80 ans, organiste pendant plusieurs années à l'église de Saint-Jean-Baptiste et à la basilique de Québec, folkloriste et historien québécois. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 15 septembre. Donc, dans quelques instants, on vous propose la chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson. Il sera notamment question de tutelle aux mineurs. Donc, une chronique très intéressante que je vous invite à regarder. Il y aura la chronique des offres d'emploi. Il y aura également une entrevue que je vous propose, une entrevue extrêmement intéressante avec Mme Lisanne Tanguay, qui est directrice générale du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Elle nous parlera, entre autres, de l'annulation de la course aux Couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Elle vous donnera les raisons de cette édition qui est annulée pour cette année. Elle va nous parler également du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny qu'on ne connaît pas beaucoup. Et elle m'a dit qu'elle ferait le nécessaire pour qu'on en parle plus maintenant. Alors, une entrevue très intéressante, une femme très enjouée. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant comme entrevue. Il y aura la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Mallette Services juridiques, ici même, au 14 chemin des Poiriers, bureau de Mallette, des comptables, c'est bien facile, qui ont ajouté les services juridiques depuis plus d'un an maintenant. Oui. Alors, vous pouvez rejoindre, et je suis en compagnie aujourd'hui de Maître Gabriel Sanson, de 88 57 77. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, un autre beau sujet, la tutelle aux mineurs. Oui. Alors, expliquez-moi exactement
Vous expliquez-nous, c'est quoi la tutelle aux mineurs? Oui, la tutelle aux mineurs, je vais vous expliquer un petit peu tantôt les différents types de tutelles. Mais initialement, dans le fond, c'est des mesures de protection qui sont mises en place pour les enfants mineurs. Donc, que ce soit un enfant mineur qui a un patrimoine de 25 000 $ et plus, à ce moment-là, il y a des mesures qui doivent être mises en place. Ou que ce soit un enfant mineur qui est devenu orphelin ou que ses parents n'ont plus le droit de s'occuper d'eux par décision judiciaire, donc ce qu'on vient de dire qu'ils sont déchus de l'autorité parentale. À ce moment-là, il y a des mesures qui sont mises en place et c'est la tutelle aux mineurs. On a le tuteur à la personne à ce moment-là qui est la personne qui va exercer l'autorité parentale, qui va assurer les droits civils de l'enfant. Et on va avoir le tuteur aux biens. Ça peut être la même personne, mais ça peut être deux personnes différentes aussi, qui est la personne qui va administrer les biens des enfants, donc pour s'assurer que l'administration soit toujours faite vraiment dans l'intérêt de l'enfant et que ce ne soit pas d'autres personnes qui en profitent, finalement. Nommé par? Dans le fond, la tutelle, la façon que ça fonctionne, c'est que soit... donc, on a initialement, c'est sûr, la tutelle légale. Les parents, automatiquement, quand on est parent, on est tuteur légal de notre enfant. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir de représentation, d'assurer la protection de nos enfants. Mais il y a la tutelle dative qui est justement, si jamais nous arrive quelque chose, comme parents, dans notre testament, on peut, ou dans notre mandat de protection, on peut nommer qui va agir comme tuteur de nos enfants. Et si c'est pas fait ou si jamais c'est pas possible, là, on peut avoir par décision judiciaire, donc une procédure qu'on fait à la cour pour nommer le tuteur qui va s'occuper des enfants mineurs. Ultimement, c'est sûr que là, c'est ce que des fois les gens croient, là, que automatiquement les enfants vont être mis à les gens souvent appellent ça la curatelle publique. On a tellement entendu parler de la curatelle publique. Souvent, les gens pensent que c'est automatique, là, c'est la curatelle publique qui va s'occuper des enfants. Est-ce que ça existe encore? Et c'est le curateur public, dans le fond. Okay. Donc, le terme n'est pas mauvais en soi, là. Mais c'est pas eux qui vont s'occuper des enfants si jamais on décède ou si jamais on n'est plus en mesure de s'occuper d'eux. Le curateur public, qui est par aussi la direction de la protection de la jeunesse, c'est vraiment à la fin, si on n'a pas de proches parents qui peut s'occuper des enfants, si jamais c'est pas possible, là, ils vont être impliqués au niveau de la tutelle pour les enfants. Mais sinon, de façon générale, que ce soit par notre testament, par notre mandat ou par un conseil de famille qui va se rencontrer, il y a un tuteur proche des enfants qui va pouvoir être nommé. Et s'il y a un décès des deux parents? Oui. Et là, ça devient illégal s'il n'y a pas de testament ou qu'il n'y a pas de nom dans... C'est par la procédure. Qui va proposer au judiciaire, là, pour savoir si on fait la procédure? Qui va confirmer la personne pour être certain qu'on est la bonne personne? Oui. Donc, très bonne question, effectivement, pour savoir comment ça va se passer. Il y a une procédure qui va être faite. Il y a une procédure. Donc, peu importe qu'on ait nommé un tuteur dans notre testament, ou qu'on n'ait pas fait de nomination nulle part, il y a une procédure qui va se faire car on doit nommer un conseil de tutelle à la base. Il faut s'assurer, la tutelle aux mineurs, c'est une mesure de protection. Donc, il faut s'assurer que les enfants vont être bien protégés. Peu importe qu'on ait nommé nous-mêmes le tuteur qu'on veut qui s'occupe de nos enfants ou que ce soit par la procédure que quelqu'un va être nommé, on veut s'assurer que c'est la bonne personne qui s'occupe des enfants. Donc, c'est une procédure qui va se faire très souvent devant notaire. Donc, nous, on peut faire la procédure, on dépose le dossier à la fin à la cour pour que tout ça soit mis en vigueur. Mais, dans le fond, on va rencontrer les enfants tout dépendant de leur âge pour aussi prendre leur pouls, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils souhaitent de leur côté. Et on va avoir ce qu'on appelle l'assemblée de parents, d'alliés et d'amis. En termes un petit peu moins longs, c'est un conseil de famille et de proches parents qui va se rencontrer. Excusez-moi. Donc, si on n'a pas nommé de tuteur déjà dans un document, ce conseil-là va venir choisir une personne qui va pouvoir agir comme tuteur aux enfants. Ça doit être houleux à certains... Tout dépendant. C'est sûr que ça dépend toujours de l'entente dans la famille. Encore là, c'est bien quand les parents ont fait le choix. Que ce soit, ça peut être houleux, mais ça peut être aussi très difficile pour les proches de faire ce choix-là parce que très souvent, c'est qu'on va parler que là, les enfants sont devenus orphelins et c'est pour ça qu'on fait la procédure.
Quand on nomme le tuteur, le conseil de famille et de proches va nommer le tuteur, puis il va nommer aussi 3 personnes qui vont faire le conseil de tutelle. Le conseil de tutelle qui va servir à conseiller le tuteur et surveiller le tuteur aussi pour s'assurer qu'il fait bien la gestion des biens de l'enfant, qu'il s'occupe bien de l'enfant. C'est sûr que là, je parle quand les enfants sont orphelins de cette procédure-là. La procédure va être semblable si jamais l'enfant a un patrimoine de plus de 25 000 $. Si, par exemple, mon enfant hérite d'une succession ou il se ramasse avec un montant d'assurance vie dans son patrimoine, moi, comme parent, je continue de m'occuper de mon enfant, mais avec la loi, il y a un conseil de tutelle qui doit être créé. Donc, on va faire une procédure qui est semblable. La seule différence, c'est qu'on nomme pas de nouveaux tuteurs parce que moi, je reste quand même la tutrice de mes enfants. Mais il y a 3 personnes qui vont être nommées parmi les proches pour... Pourquoi? Dans le fond, on veut s'assurer, encore là, de façon générale, les parents sont très bons pour leurs enfants, oui, c'est pour ça que ça me surprend, bien. Là, ouais. Mais c'est sûr que pour certains parents, ça peut être tentant aussi d'avoir accès au montant que leur enfant vient de recevoir. Que ce soit volontairement ou que ce soit un parent qui a des problèmes financiers à ce moment-là puis qui voit une opportunité de se sortir de ces problèmes-là. C'est des sous que l'enfant a à sa disposition, donc que le parent peut avoir accès facilement. On veut s'assurer que les sous que l'enfant a vont vraiment être utilisés pour lui et lui revenir. Donc, c'est pour ça que le conseil de tutelle, par la loi, doit être créé, même si les parents sont encore là, sont encore vivants, dès qu'on a un patrimoine de 25 000 $ et plus à administrer pour l'enfant. C'est la loi, c'est une loi. C'est la loi qui vient donc, ça le veut décider. dire que si mon enfant héritait demain matin de 30 000 $, d'un de ses oncles et tantes, qui fait qu'il va y avoir un conseil de tutelle? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous, par rapport à la succession? C'est sûr qu'on va informer les gens. Donc, encore là, que les gens, c'est important qu'ils s'informent parce que le liquidateur de la succession, quand il va voir qu'il y a un héritier mineur qui reçoit un certain montant, il va être obligé d'aviser le curateur public, de dire cet enfant-là, maintenant, a un patrimoine de plus de 25 000 $. Donc, c'est une obligation que le liquidateur a. Et le curateur public... Encore là, faut-il le savoir? Là? Il faut le savoir, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Souvent, les gens ne sont pas au courant. C'est une obligation qu'il y a et par la suite, le curateur public va s'assurer que la procédure est mise en place. Le parent va continuer à administrer les biens, va continuer à s'occuper de son enfant, mais le conseil de tutelle va être là pour le surveiller, pour le conseiller. Donc, à chaque année, le parent va devoir rendre compte au conseil de tutelle pour qu'on s'assure que les sous sont placés adéquatement, qu'ils sont utilisés de la bonne façon. Et à la fin, quand l'enfant va avoir 18 ans, là, on va lui faire une reddition de compte à lui pour lui expliquer, dans le fond, ce qu'on a fait avec les fonds qu'il a reçus pendant qu'il était mineur. Il y a toujours le curateur public qui surveille quand on a des procédures comme ça. Donc, à chaque année, quand on rencontre au conseil de tutelle, il y a une reddition de compte qui est faite au curateur public aussi. C'est la façon de s'assurer que l'enfant est entre bonnes mains, que l'administration est bien faite. Qui fait ça? C'est le liquidateur de la succession de l'héritage de l'enfant? Dans le fond, c'est qu'une fois que le liquidateur a remis les sous au tuteur, c'est vraiment le conseil de tutelle qui sert à vérifier la reddition de compte du parent ou du tuteur qui aura été nommé si les parents ne sont plus là. Et qui décide du conseil de tutelle? Qui forme le conseil de tutelle? En même temps qu'on fait la procédure, soit si on doit nommer un tuteur si les parents ne sont plus là, soit si les parents sont encore là, dès qu'on a 25 000 $ et plus, on fait la procédure où il y a un conseil de famille qui se rencontre. Donc, c'est vraiment le conseil de famille et de proches qui décide des membres du conseil de tutelle. Qui, eux, justement, quand ils reçoivent la reddition de compte annuellement, ils vont rendre compte au curateur public pour que tout le monde soit informé. Donc, c'est une loi? Oui, c'est obligatoire, dans le fond. C'est vraiment pour protéger les enfants. Je trouve ça très bien, sauf que ça doit être assez rock'n'roll d'organiser pour les parents, je trouve ça c'est sûr que des fois, difficile à accepter. C'est ça, j'allais dire. Des fois, ça crée un petit peu de frustration pour les parents parce que les parents peuvent avoir l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. Mais c'est vraiment dans un souci de protection. Il faut se dire que c'est comme dans toute chose. Je comprends aussi le souci de protection. Principe, là, mais c'est comme dans toute chose. La majorité des parents, on leur laisserait l'administration sans les surveiller. Il n'y aurait aucun problème, puis tout serait fait dans l'intérêt des enfants. C'est toujours une minime portion de la population, ou dans ce cas-là, de parents qui ne seront pas en mesure de gérer ces fonds-là adéquatement pour leur enfant.
Donc, c'est vraiment pour cette petite proportion-là que la procédure doit être faite pour tout le monde, dans le fond. Votre rôle dans tout ça? Notre rôle, dans le fond, c'est que nous, on peut faire la procédure en tant que telle, que ce soit si on a un tuteur à nommer et la procédure de création du conseil de tutelle, c'est une procédure qui peut se faire devant notaire. Donc, nous, on s'occupe plutôt que les gens doivent... Qui peut se faire ou qui doit se faire? Mais qui peut se faire devant notaire, dans le fond, ou qui peut se faire directement à la cour aussi. Okay. C'est juste que souvent, les gens, c'est moins intense pour eux, ça fait moins peur que le notaire s'en occupe au complet. On fait l'assemblée de parents avec les gens, on les rencontre, on s'occupe de la procédure complète et quand on a terminé, c'est que tout le monde a été nommé, tout le monde est mis en place, dans le fond. Donc, ça peut être fait par le notaire ou on peut déposer une demande à la cour et à ce moment-là, c'est le tribunal qui s'occupe de faire la procédure. Ultimement, on a un tuteur qui peut être nommé et on a le conseil de tutelle qui est nommé par cette procédure-là. Vous avez parlé tout à l'heure de 18 ans. Oui. À partir du moment où l'enfant devient majeur, oui. Il se passe quoi? Qui continue? C'est le curateur? C'est le tuteur? Dans le fond, c'est que l'enfant en étant majeur ou si jamais il a demandé l'émancipation, donc si par exemple l'enfant a 16 ans, il demande à la cour qu'on le considère comme s'il avait 18 ans, ou si notre enfant mineur décède, là, il va avoir des redditions de compte à faire. Donc, que ce soit le parent qui soit encore le tuteur légal ou que ce soit quelqu'un d'autre qui a été nommé comme tuteur parce que les parents sont plus là. Si l'enfant a atteint 18 ans, on doit rendre compte à notre enfant de 18 ans. L'enfant est devenu majeur, il doit savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ses sous. Si l'enfant est décédé, c'est à sa succession qu'on va rendre compte, donc à ses héritiers. Et si jamais notre enfant... L'enfant n'a pas de testament, normalement, là? Ça va être le Code civil qui va venir dire qui hérite de l'enfant, dans le fond. OK. Et tout ça est propice à des chicanes de famille, hein? En fait, tout dépendant comment on le règle. C'est pour ça que dans des cas comme ça aussi, c'est important de venir nous consulter, de savoir quand on prend en charge la procédure, quand on agit dans les règles, qu'on le fait correctement, ça se passe bien. C'est déjà intense pour la famille. Si, par exemple, c'est parce que les enfants sont orphelins qu'on doit faire ces procédures-là. C'est pas évident pour les familles, c'est certain. Donc, c'est de bien s'occuper de la procédure qu'on a à faire. Et dans le fond, c'est sûr que pour terminer avec l'enfant qui a atteint 18 ans, si là, on a un enfant qui n'est pas en mesure d'administrer ses biens, qui ne serait pas apte, là, on tombe dans les procédures qu'on a déjà parlé pour les ouvertures de régime de protection. Donc, encore là, on ne voudra pas que notre enfant s'occupe lui-même de ses sous parce qu'il ne sera pas apte, mais on va avoir une nouvelle procédure à faire parce que c'est un majeur inapte maintenant. Donc, c'est le majeur qu'on doit protéger et non l'enfant mineur. Le rôle du tuteur s'arrête quand? À 18 h 1 minute? À 18 ans et 1 minute? Ou À 18 ans, dans le fond, le rôle du tuteur se termine et 1 seconde, on peut le dire comme ça. Ouais. Donc, le tuteur, c'est là qu'il doit rendre compte du travail qu'il a fait. Au curateur? Il y a le curateur public qui a une reddition de compte, mais l'enfant aussi qui est devenu majeur. Parce que maintenant, l'enfant, en étant majeur, il a pleine possession de ses moyens. C'est lui qui a les pleins pouvoirs sur l'administration de ses biens. Sauf, comme je disais tantôt, si jamais c'est un enfant qui devient majeur qui est inapte. Mais de façon générale, le tuteur, quand l'enfant est majeur, il doit faire des redditions de compte finales et maintenant, c'est l'enfant majeur qui a tous les pouvoirs. C'est tellement intéressant. Moi, j'apprends des choses. On pourrait en parler longtemps. Oui, mais c'est de là l'importance des bons documents, des testaments, des documents bien faits, bien écrits, bien clairs, parce que, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce qu'on ne sait pas, il n'y a personne qui connaît la date là, du départ pour le grand jour. Mais c'est tellement important d'avoir des bons documents pour éviter à nos enfants, nos parents ou notre famille, nos amis, tous les troubles que ça peut engendrer. Ça peut éviter certaines problématiques quand même. C'est très bien expliqué, merci beaucoup, mais on en a appris beaucoup sur la curatelle. Alors, l'importance de faire un bon testament et de définir les bonnes personnes qui peuvent prendre la suite des choses si vous devez partir rapidement. Oui. Merci beaucoup, Maître Gabrielle Sanson du bureau de services juridiques Mallette, le bureau de comptable ici qui maintenant donne des services juridiques. C'est au 14 chemin des Poiriers, c'est tout juste à côté de chez nous. 248 57 77, ça complète. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance.
Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 15 septembre. Vous rappelez que 2 belles entreprises de la région, dont Amisco, qui est à la recherche de plusieurs postes disponibles. Taux d'embauche usine à partir de 18,28 $ l'heure. Ça vous intéresse de travailler dans cette belle entreprise? 247-50-25, 247-50-25 parce qu'elle est située à Lillet. Ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@amisco.com. Je vous parle de belle entreprise de Lillet. Eh bien, prochainement, on aura l'occasion de vous montrer des images de cette belle entreprise qu'est la fonderie Poitras. Donc, le taux d'embauche est maintenant à 20,63 $. Donc, c'est quand même très intéressant. 20,63 $ pour débuter l'embauche chez la fonderie Poitras. On recherche des électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, il y a d'autres postes ouverts là, à temps plein, temps partiel. Vous n'avez qu'à communiquer avec Fonderie Poitras pour voir tous les postes disponibles. Quand même, 20,63 $ l'heure pour débuter. Ça commence bien. Vous voulez avoir plus d'informations? 247-50-41, 247-50-41 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fondriepoitras.com. Donc, voilà 2 belles entreprises de la région de Lillet et qui sont à la recherche de main-d'œuvre. Également, vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique à tous les mardis et jeudis, eh bien, c'est un organisme qui vous supporte dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, un service personnalisé. Donc, vous pouvez les contacter à 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30.
Fermé le lundi, le resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Ma prochaine invitée, c'est Mme Lisanne Tanguay, qui est directrice du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Bonjour, Lisanne. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui? Oui. Très bien. Ça va, ça... Très bien. On essaie d'aller bien pareil. Il ne faut pas se laisser démoraliser par des nouvelles comme ça, mais effectivement, on... C'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle triste un peu. Racontez-nous la course aux couleurs du Sud, parce que depuis 2 semaines sur nos ondes, on en parle. Oui. Mais là, c'est annulé. Expliquez-nous ce qui s'est passé exactement. Bien, en fait, le comité organisateur, qui est constitué de gens de la communauté de Notre-Dame-du-Rosaire et du Centre d'entraide familiale, avait pris l'orientation de maintenir quand même notre édition, malgré le fait qu'il y avait la COVID, la crise, puis tout ça. Tout en respectant les conditions. Tout en respectant les conditions. On était allé chercher le support des organisatrices communautaires du CIS, puis intervenantes en saines habitudes de vie, pour être capable justement là, de respecter les mesures sanitaires, tout ça, puis d'offrir quand même une activité de qualité là, à nos gens, parce qu'il faut le dire, la course aux couleurs, c'est quelque chose qui est ultra positif. Puis dans une année comme on vient de vivre, on se disait que d'entrer dans l'automne avec un événement qui était festif et familial, bien, ça pouvait aider peut-être à repimper le moral des gens, des troupes. Oui, puis ça a fait du bien parce qu'il n'y a tellement pas d'activités qui se tiennent à cause de la pandémie. C'est ça, c'était une activité qui était extérieure, fait qu'on se disait, bon, que tout était dans notre poche pour que ça fonctionne. Puis, dans la dernière semaine, bon, là, avec le foyer d'éclosion qu'il y a eu du côté de la Pocatière, les élus municipaux de Notre-Dame-du-Rosaire ont décidé de se réunir et nous ont demandé de suspendre l'activité cette année, ne voulant pas teinter négativement la course aux couleurs d'un événement négatif qui serait un foyer de pandémie, même si on mettait tous nos efforts en commun pour être capable de respecter les normes sanitaires. Il reste que on prend un risque quand même quand on organise une activité de masse comme ça. Puis, c'est ça. C'est la mairesse, Mme Dany Coulombe, pas Dany Coulombe, voyons, Dany Antil, qui m'a appelée pour m'annoncer la nouvelle. Puis, je comprenais parfaitement, là. C'est certain qu'il y avait de la déception, tout ça. Le comité organisateur avait quand même travaillé, avait mis les bouchées doubles pour être capable, justement, là, de s'adapter. Mais je pouvais totalement comprendre, là, la demande du conseil municipal. Puis, je leur ai assuré que, malgré cette décision-là, ça ne nous empêchera pas d'être là l'année prochaine. C'était risqué un peu aussi. C'était peut-être un peu risqué. Oui, mais c'est le fun, le risque, des fois. Oui, hein? Ça peut être décevant, mais c'est le fun. Racontez-nous, Lisanne, comment c'est née la course aux couleurs du Sud? La course aux couleurs du Sud est arrivée il y a 5 ans, en fait. Hein, c'était la 6e édition cette année-là. Au départ, c'était pour aller chercher des sous pour le fonds d'entraide. Ça, c'est un fonds qui avait été créé. En fait, il existe déjà du côté de l'Îlet, puis on en avait fait l'essai du côté de Montmagny pour venir soutenir les familles qui doivent payer des soins dentaires à leurs enfants qui sont très onéreux. Puis, c'est ça, c'était pour permettre l'accessibilité, même aux familles vulnérables, à des soins bucco-dentaires. Ensuite, l'an dernier, il y avait eu une tournure qui s'était faite vers Opération Enfant Soleil. Donc, on remettait les fonds à Opération Enfant Soleil. Puis, dans la dernière année, le centre d'entraide familiale a vécu ces moments difficiles et suite à la discussion avec le comité organisateur de la course, ils ont accepté que les fonds cette année soient remis directement au centre d'entraide. Moi, je trouve que c'est de remettre ça localement au lieu de remettre ça à un organisme de l'extérieur. Je trouvais que c'est adéquat quand même. Oui. Quoique, Opération Enfant Soleil nous ont quand même supportés à plusieurs reprises dans des projets qu'on déposait quand venait le temps, entre autres, là, de mettre sur pied nos centres psychomoteurs. Ils nous ont permis d'aller chercher de l'équipement spécialisé, tout ça. Fait que pour nous, c'était un peu une façon de leur remettre ce soutien-là qui nous apporte. Mais là, avec la dernière année, on avait décidé
c'est ça, de soutenir le milieu pour pouvoir garder notre maison de la famille vivante. Et c'était la 6e édition, donc on va reprendre ça l'an prochain. C'est certain qu'on reprend ça l'année prochaine. Oui. Oui, oui. Le comité organisateur est encore tout motivé. Il faut dire que la mécanique est bien mise en place. Les gens savent ce qu'ils ont à faire. C'est une super belle équipe, puis c'est le fun de travailler avec les gens de Notre-Dame-du-Rosaire, là. On arrive là, les citoyens sont heureux, ils accueillent les gens, puis non, c'est vraiment un bel événement, là. C'est malheureux que cette année, malheureusement, on ait dû la reporter à l'an prochain, mais c'est comme ça, puis on va tous survivre à cette crise-là. Mais pourquoi Notre-Dame-du-Rosaire? Ça aurait pu être Saint-Paul, ça aurait pu être Sainte-Apolline-de-Patterne, où votre bureau du centre d'entraide est situé. Pourquoi vous avez choisi Pourquoi Rosaire? Pas? En fait, c'est la première municipalité, hein, quand on s'en va au sud. C'est une porte d'entrée. On se dit, commençons par les attirer vers Notre-Dame-du-Rosaire, qui est juste à côté de Montmagny, puis après ça, on les fera monter un petit peu plus haut pour d'autres activités peut-être, mais... Donc, il n'y avait pas d'objectif précis? À l'époque, c'était porté par un comité de loisirs. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient justement... Qui était de Notre-Dame-du-Rosaire? Non, qui était pour les 8 municipalités du Sud. Fait que je me demande si c'était peut-être pas en lien avec ça. Et ma prédécesseur aurait pu mieux répondre à cette question-là que moi, là, mais c'est ça. Je pourrais pas dire exactement pourquoi c'est à Notre-Dame-du-Rosaire, mais je peux vous dire que je suis vraiment heureuse que ce soit là aujourd'hui. Oui, mais parce que vous vous sentez supporté. Ah oui, totalement. Totalement, oui. OK. Donc, c'est annulé. Ça devait avoir lieu en fin de semaine, le 19 septembre. Alors, il faut informer les gens, là. Pour ceux qui se sont inscrits, on fait quoi, là? C'est déjà fait. Les gens qui avaient payé leur inscription par carte de crédit, on a procédé au remboursement la semaine dernière, vendredi. Donc, moi, j'ai eu les courriels, là, ce week-end, c'est entré comme quoi, là, les remboursements sur carte ont été effectués. Si jamais il y avait des gens qui n'avaient pas reçu leurs sous, par contre, on les invite à nous appeler au centre d'entraide, au 418-469-3988. Puis, on verra là, ce qui s'est passé dans le processus, mais ça ne devrait pas arriver. Bon. On va s'arrêter quelques instants. Mais moi, j'aimerais ça qu'on parle du centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup. Puis, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de ce que vous faites, parce que, bon, on s'est jasé avant l'entrevue, et quand même, c'est dynamique, votre organisme. J'aimerais ça qu'on en parle. Vous étiez venu l'an passé nous parler des jardins des petits pieds. Ça aussi, on ne connaît pas beaucoup. C'est un centre psychomoteur pour les enfants. C'est à Montmagny. C'est dans l'ancien Colibri. C'est ça. Alors, on va parler de ça après la pause. Puis, j'ai bien des questions à vous poser. On revient avec notre invitée, Mme Lisanne Tanguay, qui est directrice du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Léane Gamache. Malheureusement, on n'a pas de photo, mais quand même, soulignons que ses parents, Dominique Montminy et Alexandre Gamache, sont bien heureux de la naissance de Léane, survenue le 10 septembre 2020. Alors, ces gens sont de Lillet, donc bravo. Et félicitations à vous, Dominique Montminy et Alexandre Gamache, pour la naissance de Léane le 10 septembre. Maintenant, le 12 septembre est né Amy Bois. Les parents, Andréane Jean et Jonathan Bois, ils sont de Sainte-Louise, dans la MRC de Lillet. Amy qui est née le 12 septembre. Donc, félicitations aux heureux parents, Andréane Jean et Jonathan Bois, pour la naissance d'Amy le 12 septembre. Des gens de Sainte-Louise qu'on se permet de saluer, les gens de Sainte-Louise dans la MRC de Lillet. Et vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat de cadeau de 25 $ parmi tous les parents qui nous ont fait parvenir la formule, le formulaire. Donc, c'est pour la semaine dernière. Les gagnants sont les parents Anne-Julie Talbot et Charles Normand pour la naissance de Roméo le 3 septembre 2020. Ils sont de Montmagny. Donc, félicitations, vous méritez un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, c'est comme ça à toutes les semaines. Et bravo et merci aussi
à tout le personnel de l'hôpital de Montmagny, la Pouponnière particulièrement, pour leur collaboration et leur participation qui nous permet de vous présenter à tous les mardis et jeudis à la même heure cette chronique. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invitée, c'est Mme Lisanne Tanguay, qui est directrice générale du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Qu'est-ce que c'est que ça, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny? C'est un long nom, hein? Oui. Nous, on le coupe un peu quand on répond au téléphone. Là. Vous répondez... Centre d'entraide familiale. OK. En fait, le Centre d'entraide familiale, c'est la maison de la famille de la MRC de Montmagny. Notre siège social, il est situé à Sainte-Apolline, mais on offre des services sur toutes les municipalités de notre MRC. Qu'est-ce que vous faites à Sainte-Apolline? Et ça, là, ça part de loin. Là. C'est parce que c'était un comité d'avenir économique qui avait pour mission de revitaliser le milieu, donc de développer justement là, au niveau économique la municipalité. Et à un moment donné, ça l'a migré vers la possibilité de devenir un centre d'entraide familiale. Quand il est venu le temps là, d'implanter les maisons de la famille dans toutes les MRC, le centre d'entraide a levé la main pour le comité d'avenir économique de l'époque. Puis, c'est ça, ils sont devenus notre maison de la famille de la MRC de Montmagny. Par contre, de la façon dont les services étaient départagés, il y avait déjà des organismes ici à Montmagny qui couvraient les enfants. Je pense, exemple, au Centre communautaire de la Normandie. Même Maison de secours La Frontière ont des partenariats là, avec jadis le CLSC pour les enfants aussi. Donc, il y avait peut-être moins la demande de ce côté-ci, donc on se concentrait plus dans le secteur sud. Mais là, depuis quelques années, là, avec certains programmes, là, on est en train là, de s'étendre du côté nord au plus grand de notre plaisir, en fait. Là. C'est ça, vous en avez parlé juste avant la pause. Là. On a le Jardin des Petits Pieds. Oui. Mais c'est quoi le lien, le Centre d'entraide familiale et le Centre des Petits Pieds? Le Jardin des Petits Pieds, c'est un de nos services. Oui, c'est un de nos services, en fait. Ça se retrouve à être un point de service du centre d'entraide. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes venu nous en parler, mais ça fait quand même, quand vous avez ouvert ce jardin, vous êtes venu nous en parler, mais depuis 7 ans, on n'a pas entendu parler de vous. Qu'est-ce que ça fait, le Jardin des Petits Pieds? Le Jardin des Petits Pieds, comme je vous disais, c'est un centre psychomoteur pour les enfants de 0 à 7 ans. C'est un parc intérieur. C'est un endroit où les parents arrivent avec leurs enfants. C'est ouvert 4 avant-midi semaine, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis. Il y a murs d'escalade, parcours moteur, il y a des zones de jeu, les camions, les poupées, les déguisements. On a aussi jeux sur table, les casse-têtes, puis tout ce qui est dans le centre peut être prêté aux familles pour la modique somme de 1 $ pour un mois. Donc, des fois, l'enfant commence à marcher, le parent ne veut pas s'embarrasser d'un trotteur ou payer un 40 $ pour une affaire que l'enfant va pousser 3 mois, bien, ça va lui coûter 3 $. Il va emprunter le petit trotteur pendant 3 mois, il l'amène à la maison, c'est terminé, il nous le rapporte, tout simplement. Okay. Donc, mais c'est vraiment un endroit où nous, ce qu'on voulait, là, en l'implantant ici à Montmagny, c'est que ça devienne un peu notre maison de la famille, nos portes ouvertes. Ça va pas, tu t'emmerdes chez toi. Parce qu'être parent, c'est bien le fun, là. Mais à un moment donné, là, quand tu travailles, que tu as une vie assez mouvementée et que tu tombes parent, même si c'est ce que tu voulais le plus au monde, ça se peut que tu pognes ton 2 minutes à un moment donné. Tu sais, que tu te dises,
ben coudonc, je parlerais bien, moi, à quelqu'un qui répond. Puis, ça évite aussi là, d'embêter le conjoint quand il revient de travailler, en fait, avec un paquet de questions niaiseuses. Là. Fait que, on dit, venez-vous-en, les mamans, venez jaser, venez prendre un café, vos enfants vont s'amuser. On a des coins pour les petits bébés, mais on a des coins pour les un petit peu plus grands aussi. Là, justement, les enfants qui ont besoin de grouiller, d'avoir la bougeotte, ça dérange pas personne. C'est fait pour ça. L'enfant, il peut courir, crier. Il y en a pas de... Il y a des règles, mais il n'y a pas de limite. Puis, après ça, le parent, il retourne à la maison, il fait dîner l'enfant et l'enfant fait une super belle sieste dans l'après-midi. Mais qui peut aller là? Tous les parents Okay, d'enfants de 0 à 7 ans. On accueille tout le monde. OK. En fait, c'est sûr que vous allez comprendre que pour pouvoir offrir du matériel de qualité, puis une ressource aussi. On a une éducatrice qui est là et qui accueille les parents puis qui peut les informer sur les services disponibles dans la région, tout ça. Donc, notre façon de s'autofinancer, en dehors de ce qu'on reçoit comme mission de base du ministère de la Famille, c'est de charger un coût de 3 $ par enfant. Mais c'est pour les enfants de 1 an et plus. Donc, la maman qui est en congé de maternité avec le petit nourrisson, ça ne coûte rien, là. Elle arrive, là, elle n'a pas de frais. Puis, il y a la possibilité d'acheter une carte d'accès à 20 $ pour 8 accès. Fait que ça revient à 2,50 $ la visite par enfant. Puis, ils sont là pour toute l'avant-midi. Puis, on a la même chose du côté de Saint-Paul. On a un local aussi dans le complexe municipal au 2e étage pour le secteur sud. Lui, il est ouvert les mercredis en avant-midi. Même chose, centre psychomoteur pour les enfants, mur d'escalade, méga piscine à balles du côté de Saint-Paul. Il y en a une qui s'en vient là, à Montmagny. Pas arrivée encore, mais elle s'en vient. On le sait que ça aime ça, des balles, les enfants. Mais c'est ça, on a tout le matériel. Puis aussi, là, on a du matériel spécialisé. Un enfant qui aurait des troubles de langage, qui veut développer, puis que le parent veut travailler ça un petit peu avec l'enfant. On en a des jeux comme la placotte, des jeux qui coûtent quand même beaucoup de sous. Mais nous, on les prête encore là pour 1 $ par mois. Tu sais, des casse-têtes, Michel, vous en avez eu des enfants, là. À un moment donné, quand ça fait 20 fois qu'il le fait, là, il aimerait ça en avoir un autre, tu sais. Bien, c'est ça. Il y a moyen, là, au lieu d'acheter tout le temps puis de s'embourber de matériel à la maison, bien, le centre psychomoteur, il est là pour ça, là. Mais là, des piastres, puis des 2 piastres, puis des 3 piastres, là, comment vous faites pour vous financer? Bien, comme je vous dis, là, nous, Parce que vous avez votre bureau à Sainte-Apolline? Oui, on reçoit une mission de base du ministère de la Famille comme maison de la famille. Donc, c'est certain qu'il y a une partie qu'on arrive à financer avec ça. Sinon, on va aller chercher des aides financières par des projets précis. On va faire des demandes de subventions. On est aussi financé par Santé Canada pour le PASS, qui est le programme d'action communautaire pour les enfants. Donc là, on va avoir une intervenante qui va à domicile avec Se relever avec bébé, qui fait des relevailles. Donc, des mamans qui vivent même des papas qui vivent des situations un petit peu plus difficiles pour X, Y raison. On va être là, on les supporte. Si c'est d'aller plier du linge en jasant, ça va être ça. Si c'est d'aller... Oui, on emprunte le bébé, on part en poussette le temps que maman dorme parce que ça fait 2 jours qu'elle n'a pas dormi parce que le bébé perd ses dents puis il ne fait rien qu'hurler. On est là pour ça, là. Ça fait partie de nos services. Après, mais êtes-vous assez de monde pour... parce que vous me disiez avant l'entrevue que vous êtes 8 personnes? Bien, on est... dans les employés réguliers, on a 8 employés réguliers, puis on a 3 autres employés là, qui, eux, font du service de garde après l'école dans les écoles du Sud. OK. Mais là, pour aller jaser avec la maman, là, ou lui permettre d'aller faire des dodos, là, comment vous faites ça? Vous êtes pas... Bien, on a Super Maïka. Okay. Maïka, c'est notre intervenante, là, justement, du programme PASS, qui fait Se relever avec bébé aussi, puis qui va à domicile. Si la demande d'augmenter, Lisanne, est-ce que vous avez le personnel? On va prioriser tout simplement. Puis oui, on arriverait, là, je veux dire, c'est moi qui le faisais, ce travail-là, avant, là. Puis c'est sûr que dans des périodes où on a beaucoup de demandes qui rentrent, on l'explique aux mamans, puis c'est correct. La maman qui souffre d'isolement, de toute façon, on va l'attirer tranquillement pas vite, puis on va l'amener vers les centres psychomoteurs pour que, justement, elle puisse aller briser cet isolement-là. Mais aller les aider à domicile pour les besoins criants, on y arrive. Ça va bien. On a eu aussi la chance de pouvoir déposer des projets dans le Fonds d'appui communautaire
ça l'a sorti, en fait, c'est le fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Ça a sorti juste après la crise de la COVID. Ce qu'ils voulaient, c'est que les organismes communautaires puissent répondre à des besoins criants découlant de la crise sanitaire qu'on a eue. Et là, on a un projet, entre autres, là, nous, qui a été accepté, là, qu'on est en train de mettre en place, c'est pour les enfants handicapés. Que ce soit un handicap intellectuel, un handicap physique ou encore des enfants qui ont un trouble de spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas eu accès à des répits pendant la période de la COVID, puis ils se sont fatigués, brûlés. Ils ne savaient plus à quelle porte cogner, puis c'est extrêmement demandant d'avoir un enfant différent. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a déjà nos haltes garderies communautaires, les répits parents, qu'on offre à monsieur, madame, tout le monde. Ils nous amènent les enfants, on les garde. Mais on s'est dit, on pourrait aller les aider individuellement, ces familles-là, à besoins particuliers. Fait qu'on est allé chercher le financement. On a embauché notre intervenante. Là, on a un heureux problème, là. On cherche les familles. Fait que là, on envoie un appel à tous, okay. là. Toutes familles de la MRC de Montmagny qui ont un enfant de 0 à 12 ans présentant une déficience, qu'elle soit intellectuelle ou physique, ils peuvent nous appeler. On va desservir ces familles-là. C'est-à-dire que vous allez aller chez eux? On va aller leur donner, selon leurs besoins, une demi-journée à une journée complète de répit, soit à la maison, ou si le parent dit, bien moi, j'aimerais ça, tu sais, comme vider ma maison, justement, pour prendre du temps pour moi, ils peuvent venir les porter au centre psychomoteur ici à Montmagny parce qu'on est adapté ici. C'est accessible pour des enfants qui seraient exemples en fauteuil roulant ou mobilité réduite. Et la Maison de l'Arc-en-Ciel ne fait pas ce travail-là? En fait, on en a discuté là, justement avec le directeur de l'Arc-en-Ciel. Puis lui, dans son financement, il ne peut pas aller jusque-là. Il ne peut pas aller faire de l'intervention individuelle à domicile du 1 à 1. Il reçoit du financement, mais il va l'offrir à beaucoup plus large pour être capable d'aller chercher plus de monde. Puis les enfants, ça reste notre mission. Fait que là, c'est un peu un partage de mission qu'on a entre l'Arc-en-Ciel qui dessert les personnes handicapées, puis nous qui desservons les jeunes familles et les enfants. Fait que ça finit que... Ben moi, oui, c'est ça, que quand je lui ai lâché un petit coup de fil, j'ai dit, tu sais, seriez-vous d'accord qu'on développe ça de notre côté? Par contre, ça se pourrait que notre intervenante, des fois, elle ait besoin d'un petit coup de pouce sur l'expertise. Puis j'ai eu une super belle collaboration, là. Notre intervenante a été invitée, là, à aller rencontrer, justement, là, les éducatrices qui font les centres de jour. C'est certain qu'eux, ils donnent des services davantage, là, à des adultes. Mais des fois, sur des particularités, ça peut se ressembler quand même, là. C'est beau ce que vous faites. Bien, moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe, Michel. J'adore ça, travailler en équipe. J'adore le communautaire pour ça aussi, parce que je pense qu'ensemble, c'est ce qui fait la force, en fait, d'une communauté. On arrive à quelque chose. Oui, on recherche constamment du financement pour essayer de Mais tout coûte de plus en plus cher? Ben oui, puis je veux dire, on veut être là, puis on veut être présent, mais en même temps, ce qui nous aide dans notre travail, c'est qu'on est tellement collés sur la réalité de nos personnes, on les connaît, les besoins de notre communauté. Vous voyez des choses qu'on ne voit pas. On les voit. Fait que quand vient le temps d'aller chercher les sous, c'est facile pour nous de démontrer le besoin. Ce matin, là, j'ai passé 3 heures sur une demande de financement qui n'est même pas pour mon organisme. C'est même pas moi qui va aller chercher cette enveloppe-là. Par contre, ça va être bénéfique pour les gens de la MRC Sud. Fait que pour moi, c'était logique que j'y mette du temps. Mais c'est ça. C'est en travaillant ensemble qu'on arrive à faire la force du milieu et à faire une différence dans la vie de nos familles. Puis vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Vous avez dit que vous n'aviez pas entendu parler. Ouais. On va venir me rasseoir ici. Il est confortable, votre divan. Vous êtes drôle. Hey, ben merci beaucoup. On a appris beaucoup sur le centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, puis sur aussi le Jardin des Petits Pieds. C'est un centre psychomoteur pour les enfants. C'est dans l'ancien marché Colibri. Alors, c'est facile à trouver. 122 rue Boulay. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Intéressant. Puis, gardez votre passion parce que vous parlez de vos activités, de votre centre d'entraide avec passion. Gardez cette passion-là, Lisanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lisanne Tanguay, directrice générale du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny et aussi des Jardins des Petits Pieds, parce que c'est le même organisme qui est un centre psychomoteur pour les enfants. 469-3988.
Il y a de la mémoire. Bonne mémoire, hein? Oui, pour les numéros de téléphone, c'est à peu près tout. 418-469-3988, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone rapidement pour le Jardin des Petits Pieds? Oui, c'est le 418-248-3986. Voilà, 248-3986 pour le centre le Jardin des Petits Pieds. Je vais finir par l'entendre. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Lisanne Tanguay. Ça fait plaisir. On s'arrête. Le restaurant Thaï Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thaï Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce mardi 15 septembre, deux nouveaux cas de la COVID-19 dans la MRC de Lillet. On n'est pas surpris parce que, vous avez vu comme moi que ça augmente depuis quelques jours. Alors, on ne fait pas exception pour notre région, Chaudière-Appalaches, et aussi pour la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet. Donc, deux nouveaux cas, rien pour s'inquiéter, mais quand même, il faut être prudent et surtout respecter les consignes. Selon Bernard Drainville, des députés caquistes convoiteraient le poste de ministre de Marie-Ève Proulx. Ah, que je suis surpris. Vous savez, en politique, la politique, c'est ça, la politique. Alors, je suis un peu surpris dans la nouvelle de José. José nous expliquait que, justement, les collègues voient ou convoiteraient dans un remaniement le poste de Marie-Ève Proulx. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de la solidarité? Je me pose la question. COVID-19, Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d'être blâmé selon le Parti québécois. Bernard Généreux qui invite les jeunes femmes à vivre une expérience politique. Et de plus en plus, on incite les femmes à se lancer en politique. Et de plus en plus aussi, les conseils d'administration, les conseils municipaux, même des partis politiques, qui donne de plus en plus de responsabilités aux femmes, et bravo. Et moi, je salue ça. Et ça devrait être encore même plus important que la femme prenne encore plus sa place dans les milieux, particulièrement les milieux politiques. Mais ce n'est pas toujours évident pour elle, donc on le sait. Des préposés qui craignent d'être bernés. Parce que les préposés aux bénéficiaires, on leur avait dit qu'ils gagneraient 26 $ l'heure, 49 000 $ par année. Et là, pour l'instant, plusieurs gagneraient, je vais le dire au conditionnel, 20,55 $. Donc, probablement que ce sera ajusté. M. Legault va sûrement s'en occuper. La Bibliothèque de Montmagny qui lance sa campagne de financement en signature. On a vu que déjà, des gens se sont inscrits sur les marches de l'escalier de la bibliothèque. Donc, c'est une belle campagne. Et enfin, le retour des Nordiques à Québec, des discussions toujours en cours. Moi, j'étais un fanatique mordu des Nordiques de Québec. J'ai aimé, j'ai apprécié avoir ce club de hockey à Québec. Mais permettez-moi de prendre l'expression vraiment populaire. Ma balloune a dégonflé et je n'y crois plus. Je suis vraiment maintenant sceptique qu'on peut avoir une équipe. Quand vous dites qu'une équipe d'expansion coûterait 3/4 milliard de dollars, c'est quand même de l'argent. On pourrait avoir un club qui a des difficultés financières, mais encore là, avez-vous pensé le coût que ça engendrerait? Donc, je suis rendu sceptique. Yvon Bernard, nouveau président du Club Richelieu-Montmagny, sera notre invité demain avec notre chronique culturelle et Christian Noël. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée.
Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.